derniers chiffres du coup 9 janvier 2024, on a communiqué sur 4 millions de clients et 35 milliards d'euros. D'accord. Donc, Pour quelles raisons observe-t-on parfois des écarts d'exécution d'ordre supérieur à 10%? donc si tu dépenses 1000 euros, en fait, quand ton plan d'épargne il va s'exécuter, au lieu qu'il s'exécute sur 50 euros, nous on va te prendre 50 euros, mais on va te donner 60 euros d'ETF. Quelle est la prochaine tendance à surfer selon toi? Bien évidemment pas en mesure d'approvisionner 1 million de cartes comme ça aussi rapidement. Le point qui a moins été maîtrisé, c'est la gestion du service client. Le PEA. Toi on te demande ça en est où? Moi on me demande c'est quand la date de sortie officielle. Tu veux qu'on commence par des questions, cher ami, cher Vincent? Soit les questions, dans tous les cas c'est des questions. C'est des questions. On Je va t'avais commencer par envoyé les questions. 10 Ouais. et je te laisse le choix des armes pour choisir ce que tu veux. Vas-y. C'est moi qui dis la question? Non, tu veux que je te la donne moi? T'es prêt Je pour sais tout? pas, mais toi t'es censé répondre aussi. Moi je réponds. Ok. Je réponds avec toi. Je te pose la première, tu me poses la deuxième. Allez, très bien. Ok. Si tu devais dîner avec une célébrité, Ouais. laquelle ça serait? Probablement Elon Musk, je pense. Si je parlais bien anglais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand même une des personnes actuellement qui a le plus de possibilités dans le monde pour le faire bouger. Donc, étant donné qu'il a ce pouvoir-là, je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment il voit la suite. Parce Ok. que je pense qu'il va influer directement. Il sur a la déjà un suite. impact. Et il a déjà un impact énorme. Déjà révolutionné le marché des voitures. Ouais. Donc, je pense que ce serait ce monsieur-là. Ouais. Ok. Et toi? Moi, ça serait probablement Xavier Niel. Ouais. Pour comprendre. Mhm. Pour comprendre comment il en est arrivé là, sa vision, pour comprendre quoi? Les deux. Je pense que dans tous les cas, la vision, elle est aussi liée à ce qu'il a déjà fait. Ouais. Pour comprendre la success story de Free. Incroyable, ouais. Pour comprendre ce qu'il envisage de faire avec d'autres projets. Tu vois, il a une grosse participation dans une eBay aussi maintenant. Ouais, absolument. Comprendre la vision. Ouais. C'est intéressant parce que l'autre jour, il disait qu'il avait aussi, qu'on parlait beaucoup de ses succès, mais il disait qu'en fait, il les a repris d'ailleurs, qu'il avait eu beaucoup d'échecs. Dans tous les cas, tu peux pas réussir du premier coup. Ouais. C'est le succès, c'est une suite d'échecs, Ouais. du coup d'apprentissage, Ouais. jusqu'à trouver la bonne formule. Ouais. Et c'était méga intéressant parce qu'il avait cette humilité-là et il en parlait. En fait, l'important, chouette, quoi. je pense, c'est d'échouer, mais rapidement. Ouais. De retenter, de rééchouer rapidement, Ouais. de retenter. Tout ça en ayant appris de tes échecs d'avant. Ouais. Et je pense que c'est le seul moyen pour trouver la clé. Ouais, je suis assez d'accord. Mais il Je faut le suis faire d'accord. rapidement. Et après, t'as perdu le jour où t'arrêtes d'essayer. À moi? Ouais. Ouais, celle-là, elle est bien. Quelle invention imaginaire aimerais-tu voir exister dans la réalité? La DeLorean de Retour vers le futur. Ouais. Savoir, c'est avoir le pouvoir. Du doc? Ouais. Revenir en arrière ou partir dans le futur? C'est quoi qui te plairait le plus? De retour en arrière, Ouais. ça sert à rien. Je pense qu'on ferait pas les choses Ouais. différemment, ou en tout cas, Mhm. quand tu changes le passé, ça te change aussi ton Ouais. présent, donc c'est pas Ouais. forcément une bonne idée, mais je sais pas, potentiellement aller dans le futur pour se rassurer sur le fait que c'est pas aussi grave que ce qu'on le dit. Ouais, ok. Réchauffement climatique et ainsi de suite. Mhm. Juste aller vérifier que c'est sous Ça va à peu contrôle. près, ouais. Ouais. Mhm. Et toi? La téléportation, je pense. Tu veux pouvoir être d'un endroit à l'autre Ouais, en quelques secondes. Mhm. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ce serait pas mal ça. Tu serais où là si tu pouvais En Espagne, probablement. Ouais. En vrai, dans 3 heures, tu y es si tu veux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que c'est bien. Mais malgré tout, y aller comme ça, juste quelques heures et revenir, c'est cool, ouais. Ouais, moi, ce serait ça. C'est pas mal ça. Ouais, ce serait ça. Tu en veux une autre? Ouais. Ben, vas-y. Si tu pouvais parler à ton toi adolescent, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ouais.
Je lui dirais probablement que, avant tout, pour s'épanouir, il faut vraiment faire quelque chose qu'on aime. On nous le dit souvent quand on est petit, c'est vrai. Mais on n'y croit qu'à moitié, quoi. Enfin, tu vois, ça fait un peu généraliste, quoi. Et vraiment, je crois que la réalité, c'est ça, en fait. Si tu veux être compétent, entre guillemets, dans ton domaine, il faut avant tout aimer ce que tu fais. Ouais, complètement. Ouais. Si t'aimes qu'à moitié, si tu fais ça pour d'autres motifs que la passion, je pense que tu n'arriveras pas au maximum de tes capacités. Donc il faut avant tout être passionné. Et tous les gens qui réussissent dans leur domaine, tiens, Elon Musk en premier. Hein, Xavier Niel en deuxième. Hein. Ouais, bien sûr. Donc je pense que ce sera... Et toi ? Au moi adolescent, je pense que je lui dirais, d'un point de vue perso, prends plus de photos. Ah ouais. Souvenirs ? Ouais. Pour créer la boîte à souvenirs et pouvoir la revoir à volonté. Parce que ceux dans la tête, au final, ils se parquent dans des coins. De temps en temps, c'est un peu dur de les ressortir. Et la réponse est un petit peu plus professionnelle, mais je lui dirais pas forcément très fort parce que je l'ai fait. C'est mets un petit peu de côté à chaque fois ce que tu peux. C'est bien ça. Un petit peu. C'est bien ça. Potentiellement pas assez, mais je me suis quand même... le plus important, c'est que je me suis quand même fabriqué ma boîte à souvenirs. Moi, j'ai du mal à regarder les photos du passé. C'est dur. C'est dur, hein. Certains souvenirs, mais ça c'est fait dur. sourire. Ouais, c'est vrai. Vincent, on a beaucoup de sujets à aborder. Il y a un mélange de questions que j'avais pour toi, de questions que j'ai relevées sur Trade Republic, tu sais, des questions que les gens se posent régulièrement. Et en même temps, les questions de tes lecteurs, du coup ? Oui. Ok. Et des questions qui t'ont adressé directement. D'accord. Je leur ai demandé sur les réseaux de t'adresser des questions et donc je les ai relevées. Mais avant ça, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Moi, je sais qui tu es, évidemment. Bah oui, on est ensemble, tous les jeudis sur Twitter depuis maintenant 2 ans, je pense. Un petit peu plus, je crois même. Un petit peu plus. Un poil plus. Donc on se connaît bien. En quelques mots, du coup, pour tes auditeurs, moi je suis Vincent Grard, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Je suis le directeur France de Trade Republic depuis maintenant 1 année. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui, jour du tournage. Ah ouais. Ouais. Ton anniversaire, ton premier anniversaire ? Mon premier anniversaire directeur France. Ouais. Toute ma carrière, je l'ai faite sur les sujets d'épargne. J'ai fait tous mes stages de fin d'études, par contre, en gestion d'actifs, pour un grand gestionnaire d'actifs bien connu en France. Par contre, j'ai très vite changé de côté pour m'occuper plutôt de l'épargne des particuliers, plutôt que celle des gros fonds ou des institutionnels. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis sur ces sujets-là, sur les sujets de compte titres, sur les sujets de PEA, sur les sujets d'assurance vie. Et ce que je peux te dire, c'est que ce qui est en train de se passer là depuis 2-3 ans, c'est un truc que j'avais jamais vu dans toute ma carrière. Le changement psychologique qui est en train de s'opérer dans la population. Oui. Le fait que les gens, d'une façon collective, sont en train de casser le tabou de l'argent. Oui. Les gens parlent d'argent maintenant. Beaucoup plus librement qu'il y a 5 ans. Et tu dois le voir aussi. Tu vois, tu as une grosse communauté sur Twitter, une autre sur LinkedIn. Tu vois quand même qu'il y a le nombre d'interactions sur des sujets d'argent, il est exponentiel en ce moment. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est véritablement un changement de comportement ? Est-ce que c'est un changement de comportement choisi par les particuliers eux-mêmes ? Ou est-ce que c'est juste une prise de conscience parce qu'en fait on se rend compte que en gros on va pas avoir le choix d'autres choix que de s'intéresser à l'investissement pour pouvoir avoir entre guillemets un avenir, une retraite, peu importe, et que du coup tout ça c'est pas quelque part la peur qui nous oblige à nous intéresser à ce sujet-là, contrairement à il y a 20 ou 30 ans où de toute façon on savait que derrière, est-ce que c'est pas un mélange de tout ça ? Je pense que la peur c'est un catalyseur du sujet. Au final, tu vois, il y a des événements qui font qu'un sujet arrive. Le premier événement, potentiellement, c'est le premier confinement. Oui. Où tout le monde s'est retrouvé chez soi, bloqué,
bon, pour ceux qui pouvaient y télétravailler, mais du coup, plus de sorties, plus de restaurants, plus de vacances. Donc au final, plus de dépenses. Et là, tu as la capacité d'épargne des gens qui est montée en flèche sur cette période-là. Et donc quand tu es chez toi, que tu as un petit peu de temps et que tu as une capacité d'épargne, ce que tu fais de manière un peu naturelle, tu regardes comment tu peux l'utiliser cet argent. Donc il y a ceux qui ont choisi de le dépenser et il y a ceux qui ont choisi de regarder comment le faire travailler. Donc ça, pour moi, c'est le premier catalyseur. Ça arrivé sensiblement à la même période que le gros bull run des cryptos également. Et ça a été pour moi le deuxième catalyseur. Le fait que les gens, au travers des crypto-monnaies, et notamment la jeune génération, ils ont compris le concept qui est au final assez simple, de mettre de l'argent quelque part, d'attendre et d'en récupérer plus. Donc ça, c'est les deux faits marquants que moi j'ai vus de mon côté. Sur le sujet de la peur, je suis pas certain que ça soit un gros catalyseur. Oui, il y a les sujets de retraite. On voit que le système il est à bout de souffle. Il est déjà en partie financé par la dette que l'État français contracte. On sait que la dette, maintenant, c'est un sujet en tant que tel aussi, parce qu'il impacte beaucoup le budget de l'État. D'ailleurs, je crois que les retraites, c'est responsable de la moitié de la hausse 42 ou 43% de la dette depuis 2017. Ouais. Donc, je pense que le message sur le fait que pour toi et moi, tu vois, de notre génération, la retraite ne soit pas garantie, ou en tout cas à un montant qu'on peut connaître aujourd'hui. Je pense que tout le monde est un peu en train de l'intégrer. En parallèle de ça, l'année dernière et l'année d'avant, donc 2022-2023, tu as des taux d'inflation qui sont de 5,2 et de 4,9. Donc, au final, sur 3 ans, l'inflation sur les produits de base, c'est 10%. Donc, ça veut dire que tu peux t'acheter 10% de moins avec le même argent. Donc, si tu n'as pas été augmenté ou si tu n'as pas fait travailler ton argent, au moins 10% sur les 3 dernières années, on peut dire que tu t'es appauvri. Donc ça, c'est le... Je suis pas certain que ça soit un catalyseur, mais je pense que c'est quelque chose qui travaille dans l'esprit des gens en fond. En plus. Je suis d'accord. Ok. Et puis, clairement, il y a un troisième point, c'est il y a beaucoup plus d'informations maintenant. Oui. L'éducation sur le volet financier, il est beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans. Il y a un nombre incroyable de créateurs de contenu de qualité qui donnent des informations sur des formats simples, compréhensibles, avec des mots simples, à la différence de ton banquier, par exemple, qui est obligé de te lire ce qu'il y a réglementairement sur le relevé ou sur la fiche descriptive, sur le DC, et où le vocabulaire peut parfois être un peu inaccessible pour la plupart des gens. Donc il y a ça, il y a la presse qui s'emparait du sujet aussi. Il y a beaucoup plus d'actualité. L'argent est beaucoup plus un sujet qui est évoqué, que ce soit à la télé, que ce soit sur la presse écrite. Il y a beaucoup plus de bouquins aussi que tu peux lire, qui ont simplifié les sujets. Donc voilà, c'est un mix entre réalité du contexte et accès à l'information facilité. Et je pense sincèrement que c'est la source du déclic dans la tête de la population sur les sujets d'argent. Ok. Dans ce cadre-là, évidemment, on va parler de Trade Republic. Donc, Trade Republic s'est inscrit finalement dans ces gros changements, quoi. Mais c'est pas le seul sur le marché. Heureusement. Pourquoi, plutôt comment tu expliques que Trade Republic ces dernières années a eu un tel succès? Quelle est véritablement pour toi la recette principale du succès, ou qu'est-ce qui a fait que vraiment Trade Republic a été autant démocratisé? Alors je sais qu'il y a eu un vrai travail aussi sur les réseaux, etc. Très bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont fait que Trade Republic a pu être mis autant en avant que cela? Alors déjà, tu as le contexte global. Tu vois, on vient d'évoquer le déclic dans la tête des gens. Ça, c'est quelque chose que tu peux regarder aussi. Par exemple, le régulateur français, l'AMF, ils font un rapport trimestriel sur l'épargne en France.
Les chiffres sont en nette hausse sur les deux volets, que ce soit l'investissement en actions, l'investissement en ETF. Okay. Ces chiffres-là sont en croissance assez forte. Donc au final, le succès de Trade Republic, il est aussi dû au marché dans sa globalité, à lui-même, qui augmente. Ensuite, c'est très simple. Le produit en tant que tel répond à un besoin. Voilà, en 4 clics, tu as mis en place ton plan d'épargne. En 4 clics, tu as dit, voilà, moi maintenant, je veux mettre 100 euros par mois sur telle action, ou 100 euros par mois, ou 50, peu importe le montant, c'est toi qui le choisis. Ouais. Et la périodicité également. Sur tel ETF monde diversifié. Et c'est fait. Tu l'as cliqué, ensuite tu regardes plus. C'est automatisé. Tout est automatisé. Et en fait, ce produit-là, cette fonctionnalité-là, c'est celle vraiment qui est à l'origine du succès de l'entreprise. Simplicité, transparence, la capacité d'automatiser. La l'accessibilité. Tu sais, même si les gens prennent conscience des sujets d'argent, ils continuent d'en parler entre eux, en famille, entre amis. Mais ils passent pas des heures sur leur application pour investir. Tu peux pas demander à quelqu'un pour le commun des mortels, non. qui a un travail, qui a une vie de famille, et ainsi de suite, de passer du temps sur une application bancaire. Donc, le fait de simplifier au maximum l'accessibilité à ces produits d'investissement, notamment pour le long terme, c'est une clé. C'est obligatoire. Ouais. D'ailleurs, en parlant tu parlais tout à l'heure des banques, ça m'intéresse aussi sur un autre sujet, parce que on va pas se cacher, sur les réseaux, c'est un peu depuis quelques mois la croisade contre les banques et les banquiers. Ouais. On va dire que c'est un peu ça. Moi, tu sais que je vais pas dire que je défends ce milieu-là, mais en tout cas, voilà, je trouve que parfois ça va un peu loin. Mais bon, c'est un avis personnel. En tout cas, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est toi, comment tu vois l'avenir justement des banques traditionnelles, entre guillemets. Est-ce que tu penses que elles vont, je dis bien grâce à des entités comme Trade Republic, elles vont évoluer vers un modèle un peu différent finalement, ou pas, ou est-ce qu'elles sont condamnées à avoir de plus grandes difficultés à l'avenir? Est-ce que tu penses qu'elles vont avoir la capacité de s'adapter, quoi, finalement? C'est ça la question. Elles vont devoir s'adapter, ça c'est sûr. Mais comme dans toute entreprise, dans tout marché, si tu veux, les concurrences, les nouveaux acteurs qui entrent sur des marchés pour... le terme anglais, c'est disrupter. Forcément qu'elle joue sur les acteurs existants qui, eux, doivent s'adapter à potentiellement la nouvelle réalité des usages. Ouais. Tu vois, il y a 20 ans, la banque, c'était quasi exclusivement physique. Oui, j'en sais quelque chose. Ensuite, tu as les banques en ligne qui sont arrivées. Et qui ont transformé le modèle de relation des gens, oui, avec leur banque. Et au final, où toutes les opérations dites quotidiennes peuvent être faites en autonomie et qui ne nécessitent pas l'appel d'un conseiller, par exemple. Donc en fait, le marché, il est en perpétuelle évolution et les banques sont déjà en train de s'adapter à ça. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va continuer au fur et à mesure. Je pense que la prochaine étape, c'est une meilleure explication aux usagers des banques sur les frais, sur l'investissement, sur le niveau de risque. Parce qu'au final, même si toutes ces informations-là sont affichées, données aux gens, ça reste assez peu expliqué. C'est pas en donnant un niveau de risque de 1 à 7 que les gens arrivent à comprendre. Il n'y a pas un devoir de... Ça, c'est là où tu as raison. C'est que en tant que banquier, on n'a pas un devoir de pédagogie, quelque part. On a un devoir d'explication, par contre. Ça, oui, bien sûr, avec nos clients. Mais on n'a pas un devoir de pédagogie. Et c'est vrai que on confond souvent. C'est-à-dire qu'on dit les banquiers n'expliquent pas. C'est pas qu'ils expliquent pas. Ils expliquent quand on vend un produit, tout est expliqué. Mais en revanche, c'est vrai que il n'y a pas forcément toute la pédagogie qu'un créateur de contenu va mettre en avant.
Complètement. Mais en même temps, à l'inverse, le créateur de contenu ne peut pas personnaliser l'information qu'il donne à son audience. Absolument. Donc, tu vois, le modèle, il est, c'est un mélange des deux. Et je pense sincèrement que, étant donné que le niveau d'éducation financière générale de la population est en train d'augmenter, je pense que ces écarts-là vont venir se réduire, en fait. Parce que là, tu as un niveau d'écart qui est quand même très très fort entre les connaissances du conseiller et les connaissances du client auquel il s'adresse. Absolument. Et donc c'est là en fait la difficulté. Et le fait d'augmenter le niveau d'éducation de la population, ça vient réduire cet écart. Ça donne que les conversations sont aussi beaucoup plus orientées sur le cœur du sujet. Ça nécessite aussi moins de temps au conseiller en termes d'explication. Oui. Voilà, donc c'est une sorte de cercle vertueux. Okay. Le chemin est long, mais il est déjà bien entamé. Et d'ailleurs, donc là, on parle de l'évolution potentielle, je dis bien potentielle, du modèle de l'ancienne banque vers des modèles plus... voilà. Mais j'ai envie de te poser la question, dans le sens inverse, tu vois, est-ce que, par exemple, toi, du coup, tu es concerné par Trade Republic, est-ce que des modèles comme le vôtre va petit à petit, dans l'avenir, évoluer vers des modèles plus traditionnels? Dans quel sens? Dans le sens de la relation client ou dans le sens des produits? Oui, pas tant de la relation, dans le sens des produits. Dans le sens des produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, Trade Republic ne fait, entre guillemets, que de l'épargne. C'est un gros sujet, mais entre guillemets, que de l'épargne. On a aussi une carte bancaire que tu dois avoir dans ta poche déjà. Oui. Donc, il y a de la solution de paiement. Donc oui, je pense que tu as mis le doigt sur le sujet. Et je pense que c'est assez évident que la gamme de nos produits augmente, ou en tout cas s'étoffe, pour arriver sur un modèle en effet un petit peu plus bancaire aussi. C'est une volonté. En fait, elle est là. Ma question, c'est ok, il y a la carte bancaire, tout ça. En gros, la question, c'est ça va s'arrêter là, ou il y a. Bah non. Ça peut pas s'arrêter là. J'essaie de gratter. Quand tu démarres avec la mise en place de plans d'épargne pour les gens, donc qui est une nouveauté qui n'existait pas sur la partie épargne individuelle en direct, qui existait déjà sous le format assurance vie. Donc tu arrives avec ce produit-là. Ensuite, tu commences à te mettre à rémunérer les intérêts des espèces qui sont non investies. Donc c'est un deuxième produit qui vient aider les gens au final à augmenter le premier. Ensuite, derrière, tu viens mettre une carte bancaire qui te rend 1% de tout ce que tu dépenses dans tes plans d'épargne. Donc en fait, tout ce qui est fait chez nous, c'est pour t'aider à augmenter tes plans d'épargne. C'est pour t'aider à épargner mieux et plus sur le long terme notamment. Donc oui, évidemment que la gamme de produits de Trade Republic va encore augmenter, mais tous les produits qu'on sort au final sont liés à cette mission qu'on a et cette orientation qu'on donne à nos produits, qui est in fine d'aider les gens à épargner mieux. Ouais, ok. Parfait. On peut parler des sujets qui fâchent? Si, on peut toujours parler de sujets qui fâchent. Il n'y a pas de sujet qui fâche. Du moment où on en parle avec transparence, tu as raison. PFOF, Payment for Order Flow, c'est un sujet que certains connaissent, qui a été beaucoup commenté sur les réseaux. Tu veux qu'on le résume en quelques mots? Oui, j'aimerais que tu me le résumes, et deux, que tu expliques tout ce qui concerne cela. Le PFOF, c'est une pratique commerciale qui permet à des bourses européennes de pouvoir rémunérer des brokers ou des courtiers ou des plateformes d'épargne pour envoyer les ordres sur leur bourse. Ok. C'est important de savoir quand même qu'en Europe, il y a un nombre incroyable de bourses. On est, je sais plus, à plus de 400 places de négociation. Ok. Donc c'est une pratique commerciale qui permet vraiment aux bourses, à certaines bourses, de pouvoir gagner en compétitivité, si tu veux. C'est quelque chose qui a été banni, interdit par la Commission européenne. C'est quelque chose qui n'est plus en place en France et dans tous les autres pays européens hors Allemagne, où l'Allemagne va se conformer à cette nouvelle règle, mais fin 2026. Ok. Voilà, simplement. Donc il n'y a pas
Et donc en fait, pourquoi ça a été un sujet comme ça mis reproché aussi sur les réseaux parce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, évidemment, qui Ouais. rapportait de l'argent. C'est une pratique comment- commerciale. Comment ça rapportait de l'argent en réalité comment un broker peut gagner de l'argent en utilisant cette pratique-là? Eh bien, c'est en fonction du nombre de flux de transactions d'accord, ok. en bourse qui est envoyé sur cette bourse. J'imagine qu'il y a des paliers. Honnêtement, je pourrais pas aller plus Ok, dans le détail ok. sur ce sujet-là. Ok. Le reproche qui a été fait à ce sujet-là, c'est sur le fait que du coup, les ordres pouvaient être envoyés sur des bourses sur lesquelles les prix d'acquisition des actifs financiers Oui. pouvaient être potentiellement plus élevés que sur d'autres marchés. Ok. C'est quelque chose en fait qui a question légitime, bien évidemment. Le sujet, c'est pas du coup d'interdire la pratique, c'est de regarder et de pouvoir comparer les prix d'exécution entre les bourses, entre les différentes bourses. Et donc c'est quelque chose aussi qui arrivera, sur lequel la Commission européenne a statué. Et il me semble que c'est fin 2025 ou début 2026 où il y aura, c'est ce qui est appelé la Consolidated Tape. Ok. Ça sera un endroit où les prix de cotation des actifs seront centralisés Ok. et où tu pourras du coup comparer, à titre d'exemple, si tu achètes telle action sur la bourse de Paris, si tu l'achètes sur Milan, si tu l'achètes sur d'autres petites places de cotation dans les pays, Ok. tu vas pouvoir comparer les prix en fait, ce qui permettra du coup de déterminer d'une façon très transparente quel est l'intérêt du particulier. Ok. Génial ça. Ouais. Ok. Par rapport à la croissance de Trade Republic Mhm. ces dernières années qui a explosé. Mhm. Et bon, parmi les sujets qui peuvent éventuellement être relevés, comment justement cette croissance a été gérée par Trade Republic en interne? Mhm. Quels sont alors les succès, ils ont été Ouais. reconnus. Quelles ont été aussi les difficultés rencontrées par cette croissance? Alors on parle d'hypercroissance. C'est quand ta croissance au final elle Ouais. dépasse de chiffres. Le plus important et le truc que tu dois protéger le plus quand tu es une boîte de tech en hypercroissance, c'est ton système et tes processus. Parce qu'il ne faut pas que ça casse, il ne faut pas que ça s'arrête. Ça, c'est la chose qui a été le mieux gérée chez Trade Republic, le fait d'ouvrir les tuyaux au fur et à mesure. Un exemple, la carte bancaire. La carte bancaire, on l'a lancée en choisissant d'utiliser une liste d'attente au démarrage, Ouais. parce qu'on n'avait aucune idée du nombre de personnes qui allaient être attirées par ce produit-là. On a bien fait de le faire, parce que quelques semaines seulement après le lancement, il y avait déjà 1 million de commandes de la carte bancaire. Combien il y en a aujourd'hui de cartes bancaires en circulation? Je peux pas te dire. Il y en a tellement. Non, je peux pas te donner ce chiffre. Ouais. Ah d'accord, ok, pardon. Il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a plus qu'un il y a- million. Oui. Donc en fait, si on n'avait pas, par exemple, fait ce système de liste d'attente, les 1 million de cartes commandées sur les premières semaines, ça aurait cassé. On n'était bien évidemment pas en mesure d'approvisionner 1 million de cartes comme ça aussi rapidement. Donc le fait d'être en maîtrise comme ça des processus fait que le système n'a pas cassé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ultra bien maîtrisé. Le point qui a moins été maîtrisé, c'est la gestion du service client. C'est un sujet qui revient régulièrement. Ouais. Parce qu'au final, la croissance a été largement supérieure à ce que nous, on avait prévu. Et quand tu es une entreprise de tech, au final, quasiment le seul poste qui doit évoluer linéairement avec ta croissance, c'est ton service client. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent pas répondre à l'intégralité des demandes. Donc c'est un problème qui est rapidement apparu au début de l'année, qu'on est bientôt en cours de finalisation. Donc il y a eu des recrutements massifs. On a rattrapé le retard dans le traitement des emails. On a automatisé aussi pas mal de choses, ce qui permet aux gens de pouvoir résoudre leurs problèmes sans avoir à contacter le service client. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as une transaction avec ta carte bleue, Oui. tu as un doute si c'est toi qui l'as fait ou pas, Oui. tu souhaites le signaler. C'est des opérations que tu peux faire de manière autonome
dans l'application. Et si tu n'es pas satisfait ou si ton problème n'a pas été résolu, ça va ensuite contacter le service client. Mais tout ce qui peut être fait de manière autonome est maintenant possible dans l'application. Donc au final, c'est pas juste une notion de service client. Le but du jeu, c'est aussi de régler le problème du client. C'est ça, en fait, la réalité de la chose. Si tu règles son problème, il n'a pas besoin de te contacter. Oui. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on est en train de travailler. Et j'imagine que, du coup, dans ce cadre-là, est-ce que vous faites intervenir l'intelligence artificielle dans ce cadre-là, dans le service client, ou est-ce que ça va être développé, Oui, bien sûr, il y a une part de toute manière, il y a toujours une part d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait, si tu veux. Surtout aujourd'hui, un développeur va demander à une IA de vérifier son code, par exemple. Quand il met en place une nouvelle fonctionnalité, il va lui poser la question de est-ce que j'aurais pu faire la même chose mais avec moins de lignes, par exemple, pour avoir un code qui soit plus simple et qui du coup consomme aussi moins d'énergie. Tu peux l'avoir dans la relation client aussi, en effet. Avec l'IA, tu peux avoir des solutions, des réponses qui sont pré-proposées aux agents du service client, par exemple. Donc oui, ça rentre un petit peu dans tout ce qu'on fait. Je pense que l'IA est maintenant très très répandue et pas que dans notre industrie. Partout, je pense dans beaucoup d'entreprises, les gens utilisent maintenant l'intelligence artificielle, c'est assez incroyable. Je suis d'accord. Tu as accès, j'imagine, à un nombre incalculable de chiffres, de statistiques, etc. Parmi eux, j'imagine que il y a certains trucs que tu peux pas nous dire, mais est-ce que parmi eux, en tout cas, tu peux nous dire s'il y a, je sais pas, des infos, des stats, des chiffres qui sont révélateurs de quelque chose, d'une tendance, tu vois, quelque chose d'un peu surprenant, d'un peu surprenant, non. Remarquable, oui, j'en ai. Déjà, les chiffres globaux de Trade Republic, généralement, on les communique à notre date anniversaire, qui est le 9 janvier. Ok. Voilà, via un communiqué de presse. Donc je pourrais pas en discuter en dehors de ça. Les derniers chiffres, du coup, 9 janvier 2024, on a communiqué sur 4 millions de clients et 35 milliards d'euros d'encours. Par contre, quand tu regardes l'activité de nos clients, il y a quelque chose de très, très remarquable. On s'est amusé à regarder la performance en 2023 de l'épargne des gens chez Trade Republic par genre. Ah oui. Donc on a regardé qu'est-ce que les femmes ont fait en moyenne en termes de performance et qu'est-ce que les hommes ont fait en termes de performance en moyenne sur 2023. Tu vas pas m'annoncer une bonne nouvelle pour moi, c'est ça? Pour nous les hommes en tout cas, je sens. Je vais t'annoncer la réalité de la chose parce qu'on a quand même fait cette étude du coup sur 4 millions de gens. Donc c'est très représentatif comme échantillon. Ok. En moyenne, les femmes ont une performance de 2% supérieure à celle des hommes en 2023. Ce qui veut dire, pour que tu puisses visualiser, si les hommes ont fait 6, en 2023, les femmes ont fait 8 de performance. Ce qui est ultra remarquable. Du coup, on a cherché, on a creusé un petit peu plus loin, on a regardé un petit peu les différences comportementales dans les actions d'épargne. Et ben, la vérité, c'est que les femmes utilisent plus les plans d'épargne que les hommes, et elles utilisent moins le fait d'acheter spontanément des actions ou des ETF. De trader ou d'investir ou quelqu'un qui fait un stock picking ou peu importe. Elles sont moins dans l'impulsivité. Je vais la redire celle-là. Elles sont moins dans la spontanéité de l'investissement. Elles sont plus dans la programmation et l'automatisation. Donc en fait, moi ce que je lis là-dessus, c'est qu'elles sont moins soumises aux achats compulsifs, aux émotions, si tu veux, aux émotions. Elles gèrent de façon beaucoup plus rationnelle. Ça, c'est le premier point qui peut expliquer cette performance-là. Le deuxième, les femmes font moins d'actions, elles font plus d'ETF que les hommes. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont de facto plus diversifiées dans leurs investissements et moins concentrées sur des thématiques. Ok. Voilà, c'est les deux potentielles explications, en tout cas, qu'on a trouvées grâce aux données. Tu as à la louche comme ça, tu as une répartition en gros du pourcentage homme-femme? C'est sensiblement le même
que dans toutes les autres banques. Oui, ouais. On est sur du 30-70, 30-70, ok. 30% de femmes, 70% d'hommes, ce qui est D'accord. dommage. Ouais. Ce qui est en progression quand même, j'imagine. Ce qui est en progression. En fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle commence vraiment à s'emparer de ces sujets-là. Et j'ai pu lire, notamment cet été, beaucoup de sujets dans la presse féminine qui commencent à parler d'argent. Ouais, c'est cool. Et ce qui est ultra encourageant. Ouais. Ok. Bon, super. Hyper intéressant. Tu parlais des ETF. Ouais. Oh, le ETF, ça a été c'est toujours un énorme sujet. Hein. Ah oui, complètement. Pour le coup, si tu parles d'investissement en bourse, tu es obligé de parler des ETF. Maintenant, il y a effectivement un sujet dont on parle assez peu, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur les risques potentiels en ETF. Mm-hmm. Pour moi, il y en a certains. Il y en a moins que ce qu'on peut certains peuvent dire. Il y en a notamment, c'est celui de la surconcentration, notamment de certains ETF, etc. Bref. Moi, j'aimerais ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a un risque réel? Et quels sont potentiellement les autres risques réels? Je pense que déjà, c'est important de resituer où tu places l'ETF. Oui. Ta question, elle est très précise et on est dans de l'allocation d'actifs là. Oui. C'est le genre de question qu'on se pose. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'en sont pas encore là, ceux par exemple qui ont un plan d'épargne uniquement sur un ETF monde, oui. Parce qu'en fait ça suffit classique. À une grande majorité de la population qui n'a pas envie de rebalancer un portefeuille tous les trimestres, de devoir faire des choix par soi-même et de suivre l'actualité. Avoir un ETF, c'est par définition être diversifié, parce que tu vas investir dans un indice. Alors tu peux avoir des indices qui sont au final assez concentrés, tu vois. Si tu investis sur un ETF CAC 40, tu vas avoir 40 valeurs dedans. Si tu investis sur un ETF Monde, tu vas en avoir 1400. Le niveau de diversification, il est à nuancer aussi. Oui. Mais dans tous les cas, tu seras toujours plus diversifié que si tu investis dans une action. Ah oui, on est d'accord. Donc simplement pour recentrer le sujet. Ensuite, quand tu commences à faire un portefeuille d'ETF, donc en acheter plusieurs, tu peux en effet avoir certains ETF qui font doublon l'un avec l'autre. S&P 500 MSCI World, oui. Où tu vas avoir de la tech représentée dans les deux, les grosses capitalisations américaines représentées dans les deux, etc. Donc c'est un risque, oui, potentiellement, mais est-ce que c'est une opportunité aussi? Peut-être. Peut-être. Parce qu'au final, quand tu regardes la tech, la tech US, c'est ce qui fait les plus grosses performances sur les 10 dernières années. Donc tout est de toute façon, c'est une question de ratio risque-rendement, et je pense que c'est à chacun aussi de se poser la question. Est-ce que je vois la tech US continuer de monter, oui ou non? D'ailleurs, à ce sujet, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, tu as, au moment où on se parle, donc mi-octobre, tu as un S&P 500 classique qui valorise, je crois, 22 ou 23 fois les bénéfices. Ouais. Et tu as un S&P 500 équipondéré, toutes les valeurs sont représentées de la même manière, qui en valorise 17. Ouais. Et donc, tu as un écart qui est presque historique entre les deux. Donc la question, en réalité, c'est de se dire, est-ce que cet écart va continuer à se creuser, ou est-ce que quand même, il va y avoir un rattrapage, quelque part, des valeurs moi, je lis pas dans l'avenir. Ouais, c'est pour difficile. le coup. Et là, on rentre dans un sujet qui est quand même assez technique. Au final, si tu es sur un ETF, je pense que c'est pas une question que tu vas te poser. Si tu es sur un investissement long terme, c'est pas une question que tu vas te poser non plus. Par contre, si tu commences à arriver du côté investisseur très actif, voire pour ceux qu'on connaît, trader particulier, indépendant, pour son compte, là en effet c'est les questions que tu commences à te poser. Je suis pas certain que quand tu fasses du trading, tu trades des ETF. Donc voilà, question un peu en tout cas réponse un peu ambiguë. Je suis désolé pour ça, mais un peu plus. Je suis d'accord avec toi. C'est clairement pas quelque chose que moi je vais regarder. Moi, je me pose la question, est-ce que tu crois à la croissance de ce secteur-là? Oui, non. Ensuite, potentiellement, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Là, tu fais appel à des notions aussi d'analyse technique, du coup. Le meilleur moment, c'était hier. Oui. C'est ce que tout le monde dit. Dis-moi. Oui, ça, c'est la réponse à
Plutôt, est-ce que je dois me mettre à investir mon argent ? Tout à fait. Je suis pas certain que la réponse à est-ce que j'aurais dû investir dans la TQS aujourd'hui, demain ou hier, C'est difficile. ça dépend de chacun, si tu veux. J'ai la question. The question. The question. Alors celle-là, tu vas pas y échapper. On met un petit jingle. Tu peux pas. Tu peux pas y échapper. Laisse-moi deviner. Le PEA. Oh non, tu crois? Tu la sors quand cette vidéo live? C'est important. Je sais pas, dans 15 jours. Ok. À peu près. Ouais, le PEA. Le PEA. Ça en est où? Parce que ça, c'est la question. Tu vois, on martèle là-dessus, donc. Toi, on te demande ça en est où? Moi, on me demande c'est quand la date de sortie officielle. Ouais. Ce qui est évidemment quelque chose que je ne peux pas communiquer. Bon. Comme je te l'indiquais tout à l'heure. Tu sais, on aime bien être en maîtrise des processus. Ok, très bien. Et ainsi de suite. Mais tu peux peut-être nous orienter. Ce que je peux te dire, c'est que le projet avance bien. Ok. Le projet n'est pas uniquement dépendant de Trade Republic. Ok, je Il est comprends. dépendant de certaines institutions publiques, de certains partenaires. Oui. Donc voilà, on n'est pas en maîtrise à 100% du produit chez nous. Non, mais ça va être un beau produit. Pouvoir faire des plans d'épargne dans des ETF, donc de façon diversifiée, dans une enveloppe fiscale qui est avantageuse. Alors, j'aime pas trop dire une enveloppe fiscale avantageuse, parce que pour le coup, le compte titre, il a aussi beaucoup d'avantages. Donc, il va falloir bien quand même se poser la question entre PEA, compte titre, et la réponse c'est d'avoir les deux. Les deux, bien sûr. Mais il ne faut pas négliger non plus les avantages du compte titre, notamment sur le volet donation, transmission, qui est un super produit. T'as raison. Bon, après, les Français, on est très attachés au PEA. Donc, c'est vrai que bon. Ouais, c'est complètement. C'est un gros sujet, naturellement, c'est un gros sujet. En fait, je pense que je vais donner une réponse qui est très simple. On a l'habitude d'annoncer les lancements de produits par communiqué de presse à la date d'anniversaire de Trade Republic. Voilà. Ok. Qui est la date d'anniversaire. Je te laisserai chercher ça pour le coup. Ah non. Sinon, c'est trop évident. Ok. Voilà. Très bien. Bon, mais il y a tout le monde qui est en train de taper date d'anniversaire de Trade Republic sur Google. T'as vu cette belle technique pour créer de l'engagement. Ouais, vous avez un gros indice là, les enfants. Non, mais je peux pas. Déjà, parce que en fait, la date de lancement, elle n'est pas arrêtée d'une façon je comprends, simple et certaine. Non, mais tu nous as donné quand même pas mal de trucs. Là. Les gens travaillent sur les sujets jusqu'à la dernière minute. Je comprends. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir décaler des sorties produits le matin même de la sortie. Donc voilà. On n'a jamais été aussi proche en tout cas. On n'a jamais été aussi proche, ouais. Super. Comme de la retraite. Ouais. Génial. Hyper cool. Est-ce que donc là on parlait de l'IA tout à l'heure. Bon, ça a été le trend de ces dernières années. Hein. Ouais. D'où notamment Nvidia. Tu tapes hashtag Nvidia sur n'importe quel tweet aujourd'hui. C'est là où tu fais des vues, des likes, des chaque commentaires. période, et j'ai envie de te dire chaque année a un petit peu sa valeur qui fonctionne. Nvidia, fort. ça fait plusieurs années quand même. Ça fait bien 2-3 ans. C'est 2023 où ça a fait, je sais plus, c'est dans les 300% de perf sur l'année, ouais. Ouais, ils ont splitté et encore ça. Pas facile cette question, je te l'avoue. Quelle est la prochaine tendance à surfer selon toi qui va sortir? Quel est le est-ce que tu as un sujet? Alors ça veut pas dire que ça va arriver, attention, hein, c'est plus un ressenti ou une idée, ou est-ce que il y a un sujet qui dit tiens, ça quand même dans les années futures? Je suis pas certain qu'on soit déjà au bout de l'IA en fait. Tu vois, je pense que l'IA, il y a encore un potentiel incroyable d'un point de vue utilisation, hein. Je te parle pas d'un point de vue boursier. D'un point de vue utilisation, je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets là-dessus. On n'y est pas du tout. De là à dire que c'est en train de devenir quelque chose comme a pu l'être la bulle Internet, par exemple, il y a 20 ans. Je suis pas certain, et je pense que je suis pas la meilleure personne pour donner ça. Et moi, de façon un petit peu plus générale, j'investis surtout sur MSCI World et autres, parce qu'en fait, j'ai pas de temps, en tout cas pas beaucoup, pour aller
Pour faire plus, ouais. Pas pour faire plus, mais pour aller Dans sélectionner le détail, moi-même. Oui, plus dans le détail, je peux pas. Donc non, en grande tendance, il y a ça, il y a tout ce qui est potentiellement le secteur de l'énergie aussi, qui est un sujet et un défi d'un point de vue planétaire. Avec les pays émergents. Avec les aussi. pays émergents, l'augmentation de la population mondiale, Ouais. potentiellement la nourriture est en train de devenir un sujet. Oui. On parlait déjà il y a une dizaine d'années du sujet de l'eau aussi. Oui. Ok. Donc, un peu dur de pouvoir déterminer une tendance comme ça avant qu'elle émerge. Moi, je pense que dans le prolongement de l'IA, on parlait de Musk tout à l'heure. Hein. Tu parles de la robotique. Ouais. Ça peut être un sujet. Tout ce qui est pour moi, naturel. tout ce qui est automatisation, autonomisation aussi. Oui, t'as raison. Les voitures autonomes, les taxis autonomes et ainsi de suite. Ouais, ça peut l'être. Je Et c'est en fait, le sujet là-dessus, c'est que c'est aussi ultra dépendant du niveau de régulation que les autorités publiques vont pouvoir et vont vouloir mettre sur un secteur d'activité. Donc, en tant qu'investisseur, c'est pas quelque chose sur lequel tu as du contrôle. La seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est là où tu mets ton argent. Et donc, moi, j'ai choisi de simplifier au maximum ce sujet-là. J'ai pas de contrôle sur les secteurs en particulier. J'ai pas de contrôle sur la régulation qu'un secteur peut avoir et qui peut potentiellement le mettre à mal. Hein. C'est ce qu'on voit notamment sur le secteur automobile, où c'est quand même très très compliqué pour les industries françaises actuellement. Moi, je choisis plutôt de croire ou non dans la croissance mondiale. Et donc, c'est pour ça que j'investis surtout sur un ETF. Tu paries sur le monde. Bah oui. Regarde, et honnêtement, si la croissance mondiale s'arrête, je pense qu'on aura d'autres sujets que ma petite épargne. Et en parlant d'ailleurs de l'auto, il paraît que le salon de l'auto là, qu'il y avait à Paris, il y avait un rayon Asie qui était incroyable. Il y a des choses très très fortes qui sortent quand même en ce moment. On passe alors il y en avait quelques-unes, mais on passe aux questions qui ont été relevées par les lecteurs sur les différents réseaux. Merci d'ailleurs. Merci à toutes et à tous pour m'avoir adressé ces questions pour Vincent. Première question, pour quelles raisons observe-t-on parfois des écarts d'exécution d'ordre supérieur à 10%? C'est ce qui a été relevé. La question n'est pas très très claire. Je pense qu'en gros, il y a, je pense que ça parle surtout, tu sais, de leur marché. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus déjà pour vulgariser un peu tout ça? Quand tu achètes une action ou n'importe quel actif, tu as un prix d'achat et un prix de vente. Oui. C'est ce qu'on appelle le bid-ask. Donc c'est le prix auquel les gens qui sont prêts à vendre leurs actions le vendent. Et derrière, tu as la liste des gens qui sont prêts à l'acheter. Et voilà, c'est la fourchette haute l'écart de ça. Donc ça. Et l'écart s'appelle le spread. Voilà, merci. Donc c'est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Très bien. Le spread, c'est quelque chose qui existe sur tous les marchés. Tous les marchés. N'importe lesquels. En journée, entre 9h et 17h30, c'est l'horaire où toutes les bourses sont ouvertes. Et généralement, et de facto, en fait, j'ai envie de te dire plutôt, quand les bourses sont ouvertes, il y a tout le monde qui achète, qui vend et ainsi de suite. Du coup, tu as une liquidité, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont là, qu'il y a plein de titres proposés à l'achat, il y a plein de titres proposés à la vente. Du coup, en fait, ces écarts sont très très faibles. Le spread est plus réduit. Il est resserré. Plus proche, voilà. Quand tu cotes en dehors des horaires de cotation, donc entre par exemple 8 et 9h ou après 17h30, là en fait, tu n'as plus personne, tu n'as plus grand monde, tu n'as plus beaucoup de bourses ouvertes. Et donc, c'est normal que dans ce marché-là, dans ces horaires-là, le spread soit élargi, parce qu'il y a moins de personnes qui sont là. Parce que le risque aussi que prend celui qui te vend les titres ou celui qui l'achète, de devoir attendre le lendemain pour pouvoir lui-même revendre la position, c'est lui qui le porte. Donc c'est pour ça que sur ces horaires-là, le spread est un petit peu élargi, complètement. 10%, ça me paraît beaucoup par contre. Ça doit être peut-être sur des small cap ou sur des... toute façon, d'une manière très, très transparente, quand le spread est élevé, anormalement, j'ai envie de te dire,
il y a un message qui est affiché sur l'application. Ah, ok. Tu as un message qui te dit attention, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de ce titre-là est supérieure de X% par rapport à la normale. Fais attention, est-ce que tu es sûr de vouloir acheter ce titre-là? En fait, les horaires de cotation comme ça étendus, généralement, c'est pas fait pour acheter ou vendre. Oui, parce qu'en fait, si tu veux... C'est là pour t'amener une sécurité s'il se passe quelque chose en dehors du marché. Voilà, absolument. Je sais pas, un événement mondial qui arrive, un événement, une actualité sur une action que toi tu suis, qui est publiée après, et tu veux du coup ressortir vite ou acheter vite pour surfer sur une news. C'est à ça que ça sert. Ça sert pas à faire tes achats habituels. Tu vois, par exemple, tous les plans d'épargne, quand ils sont exécutés dans les horaires d'ouverture du marché. De 9h à 17h. Ouais. Mais parce que dans la culture française, nous, on est habitué historiquement à ne travailler que à s'exécuter sur le marché que de 9h à 17h30. Donc, quand la plupart des gens ont vu que c'était possible de le faire entre 8h et 9h et 17h30 et 22h, ils ont cru, je pense, pour la majorité d'entre eux, que ça se faisait sur le même marché. Non. Sauf que ça ne se fait pas sur le même marché. Il faut pas vraiment ces horaires-là, il faut les privilégier dans des situations où vraiment tu veux vendre ou tu veux acheter, mais c'est pas là où tu vas faire tes acquisitions normales. D'accord. Donc souvent, voilà, pour répondre à la question qui a été posée, c'est important de le mentionner. C'est souvent là qu'effectivement vous pouvez constater des écarts. Utilisateur satisfait de Trade Republic, je remarque néanmoins des failles dans le service client, on l'a abordé. Une amélioration, tu as partiellement répondu déjà. Hein, l'amélioration, elle est continue depuis que le problème est là en fait. Mais il a été identifié. En fait, on est une boîte de tech, donc exactement sur le même volet que les produits qu'on développe au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas non plus une capacité de tout lancer en une fois. Le service client est en construction, en amélioration constante. On a des recrutements en permanence qui sont faits sur la partie humaine, et on a des améliorations techniques aussi qui permettent d'éviter que les gens aient besoin et recours au service client de manière native. Voilà. Bien sûr. Je te fais des questions à la volée, Vincent. Allez, à la volée. Quand prévoyez-vous d'avoir un compte titre pour société? Si c'est prévu. Je peux pas, pas communiquer sur ça. C'est pas dans les prochains mois en tout cas. Le PEA arrivera avant. Non, mais on est vraiment concentré sur la mission pour le coup des particuliers. D'aider les gens. Tu sais, le plus gros problème, on pense que c'est que en France avec notre système de répartition, mais en fait c'est dans beaucoup de pays d'Europe. Le problème de la retraite, avec le vieillissement de la population, le fait qu'il n'y ait plus assez de travailleurs pour financer la retraite de ceux qui sont actuellement en retraite. C'est un sujet potentiellement que tu vois dans tous les pays d'Europe, hormis potentiellement en Hollande, aux Pays-Bas, où c'est plutôt bien financé, plutôt bien géré. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça, j'ai oublié la question initiale. Du coup, on est toujours concentré sur les particuliers pour les aider dans cette thématique-là. Les sociétés, c'est un sujet qui arrivera ensuite. Tu vois, je pense que d'une manière un petit peu plus certaine, les comptes pour mineurs, les comptes titres pour mineurs arriveront avant les comptes pour société. C'était une des questions. Quand tu as compris les intérêts composés, quand tu as compris que le plus tôt tu démarres, le plus simple ça sera à ce moment-là. Normalement, quand t'es parent, le premier truc que tu fais, c'est de commencer à investir pour ton fils ou ta fille. T'as bien raison. Un peu technique, un peu dans la technique là sur le fonctionnement. Est-ce qu'il sera possible un jour, ou est-ce que c'est un sujet sur lequel Trade Republic travaille, tu sais, d'avoir la capacité, ou d'avoir plusieurs comptes titres, ou aussi, ce qui serait pas mal, moi je le vois pour moi, d'avoir, si on peut pas faire plusieurs comptes titres, d'avoir un compte titre avec, tu sais, plusieurs parties du compte titre qu'on peut mesurer. En gros, tu sais, je te donne un exemple concret. En gros, moi, par exemple, j'ai bien séparé tes projets. En fait, je trade plus, j'ai des cryptos, mais j'ai aussi quelques trucs long terme, tu vois. J'avais du Alibaba, j'en ai un peu allégé, tout ça. J'avais du Silver, j'ai toujours du Silver, c'est des positions longues. Mais tu vois, j'aimerais séparer, tu vois. Est-ce que ça, c'est une évolution technique qui arrivera un jour ou pas? Alors, c'est quelque chose qui est remonté, pour le coup, assez régulièrement via Twitter et autres.
C'est des sujets que du coup je pousse auprès de nos équipes techniques. Quant à te confirmer si ça sera possible ou non, je peux pas le faire à ce stade. Ouais, bien sûr. On travaille pas dessus pour l'instant. Okay. On est très concentré sur le PEA jusqu'à maintenant. Donc voilà, désolé pour cette réponse un peu non officielle et claire, mais je peux pas te confirmer. Par contre, on a bien pris le point, les remarques. En fait, tu sais que ça marche comme dans toutes les entreprises. Tu traites les plus gros sujets en premier, celui qui va toucher le plus de monde. Donc voilà, évidemment, quand vous envoyez ce type de suggestion au service client, évidemment, quand vous vous le mettez dans l'application, sur un message, sur une note, sur une revue, évidemment que c'est enregistré. Et nous, ensuite, on comptabilise le nombre de personnes qui ont remonté ce point et ce qui nous aide à gérer les priorités en termes d'évolution. Ouais, bien sûr, je comprends. Parfait. Encore pas mal de questions. Je fais rapide. Pourquoi limiter le... Alors, déjà, tu vas juste nous expliquer ce que c'est. Dis-moi. Si on peut juste revenir à celle d'avant. Oui. Moi, j'ai une petite astuce que je fais pour le coup de manière assez perso. C'est que je me crée un plan d'épargne par projet. Ok. Tu vois, par exemple, j'ai un plan d'épargne MSCI World sur un ETF pour du très long terme que je laisse. Et donc, il y a un montant qui est fait tous les mois. Okay. J'ai un autre plan d'épargne MSCI World, mais un autre ETF d'un autre émetteur d'ETF pour un autre projet. Okay. Avec du coup un montant qui est différent. Sur du court terme, j'ai un plan d'épargne sur un ETF monétaire pour les vacances de Noël. Tu vois, ce qui me permet de mettre de côté. Donc moi, j'utilise ce volet-là et du coup, en fait, je me retrouve avec un portefeuille où chacune de mes lignes correspond à quelque chose. Ok. Voilà, ça peut être une petite astuce temporaire. Ça permet pas de créer un portefeuille par projet, mais au moins le fait et je fais tout sur ETF évidemment, ce qui permet d'être diversifié par projet. Ouais, super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire pourquoi le Save Back est limité à 15 €? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le parce que ça nous coûte cher. Non. Qu'est-ce que c'est le Save Back, c'est une fonctionnalité qui est disponible avec toutes nos cartes. Donc on a 3 cartes, une virtuelle, une carte physique en plastique et une carte physique en métal miroir. Ouais. Les 3 cartes qu'on a ont les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas d'avantage à prendre la carte miroir par rapport à la carte virtuelle, hormis l'objet en tant que tel, qui est assez sympa. Okay, c'est sympa. Le Save Back, c'est une fonctionnalité, comme je te disais au tout début de l'épisode, qui va venir aider la personne qui l'utilise à épargner pour ses projets. Ouais. Donc en gros, tout ce que tu dépenses avec ta carte en termes d'achat, je précise bien parce qu'il y a une liste d'opérations éligibles et une liste d'opérations qui ne l'est pas. Par exemple, faire un virement vers une plateforme d'épargne ou faire un virement ou utiliser ta carte pour alimenter un autre compte bancaire que tu pourras avoir, ça ne marche pas. On parle bien des paiements, donc le croissant que tu vas acheter à ta boulangerie et ton caddie de course que tu fais en grande surface. Ou le billet d'avion que tu t'achètes, peu importe. Tant que c'est bien un paiement. On te reverse 1% du coup de tout ce que tu as dépensé dans ton plan d'épargne. Donc ça nécessite bien évidemment d'avoir déjà un plan d'épargne. Donc tu peux avoir un plan d'épargne à 50 € par mois sur un ETF Monde, c'est suffisant. Et donc si tu dépenses par exemple 1000 € par mois avec la carte, la moyenne en France c'est 1400 € de dépenses par carte par Français. Donc si tu dépenses 1000 €, en fait, quand ton plan d'épargne va s'exécuter, au lieu qu'il s'exécute sur 50 €, nous on va te prendre 50 €, mais on va te donner 60 € d'ETF. Parce qu'on va rajouter 10 € de bonus. Je comprends. Comment ça c'est financé ? C'est très simple. À chaque fois que tu fais un paiement par carte quelque part, le commerçant lui paye des frais. Oui. Il paye des frais au réseau. Oui. Une partie de ces frais-là nous sont reversés à nous. D'accord. Comme on est le distributeur de cette carte bancaire-là. Donc c'est ces frais-là qui viennent financer le Save Back qu'on propose. Ok, génial. Pour être clair, c'est limité à 1500 € de dépenses, donc l'équivalent de 15 € par mois. Ok. Comme c'est 1%. Et donc du coup, pourquoi ça ne va pas au-delà ? Parce que les frais que nous on perçoit dans l'exécution des transactions pas assez... ne suffisent pas à compenser les 1%. Évidemment que
le commerçant, il paye pas 1% de ton achat en termes de frais. C'est un petit peu plus faible que ça. Donc, on compense nous-mêmes. Tu vois, tu peux considérer ça comme du budget marketing. Oui, tout à fait. Pour arriver au 1%. Très clair, parfait. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas l'augmenter plus non plus. L'idée, c'est pas d'utiliser l'argent de la banque pour la donner intégralement à nos clients, sinon ça fonctionne pas trop sur le long terme. Tout à l'heure, on parlait du PFOF et de la fin. Oui. Est-ce que ça va engendrer une augmentation des tarifs chez Trade Republic? Non, c'était un revenu qui était très très mineur dans les revenus de Trade Republic. En fait, Trade Republic gagne de l'argent de deux manières. Quand tu passes une transaction hors plan d'épargne, c'est 1 euro l'ordre, peu importe le montant de l'ordre. Oui. C'est 1 euro parce que nous, ça nous coûte moins cher qu'un euro d'exécuter votre ordre. Enfin, en tout cas, de le transmettre à la bourse. Oui. Il y a ça, et il y a ensuite, quand tu achètes un ETF, peu importe où tu l'achètes, il y a des frais de gestion annuels dans l'ETF, qui sont environ de 0,20% en moyenne. Nous, on touche des rétrocommissions de la part des émetteurs d'ETF, donc quelques petits pourcentages, quelques points en fait de pourcentage sur ces 0,20 là. Et donc c'est notre deuxième partie de rémunération. L'interdiction du PIFOF va rien changer en termes de tarification. Les plans d'épargne resteront gratuits. Nos frais d'ordre sont toujours à 1 euro parce que c'est pas important pour nous parce que c'était minoritaire en termes de revenus. Ça va rassurer beaucoup de gens, je pense, ce que tu dis, parce que c'est un sujet qui est revenu pas mal. Ok, dernière question, Vincent. Si quelqu'un qui nous regarde n'a jamais investi, il tombe sur cette vidéo. Déjà, il va avoir du mal du coup, parce que on a été assez tech au démarrage. Ouais, c'est vrai. Du coup, il regarde et il dit ouais, c'est pas mal quand même. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là Alors, mais par où tu commences? Déjà, je lui dirais bravo parce qu'il a fait, je pense, 90% du chemin. Le plus dur, c'est de prendre conscience qu'il est essentiel de démarrer. Une fois que tu as fait ça, ensuite, c'est quand même assez simple. Tu as 2 questions à te poser. 1, est-ce que tu connais le sujet, oui ou non? 2, est-ce que tu as le temps de t'y intéresser, oui ou non? Et en fonction de ces 2 réponses-là, ça va déterminer ce que tu dois faire. Tu connais pas trop le sujet, tu n'as pas trop le temps de t'y intéresser, tu fais un plan d'épargne, ETF Monde, tu es diversifié, c'est automatisé, hop, et tu laisses tourner. Okay. Tu commences à avoir du temps. En fait, ça, c'est la frise de l'investissement que je suis en train de te faire, en termes de niveau de connaissance et en termes de niveau de temps. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de connaissances, tu fais des plans d'épargne en ETF, voilà, ça te servira à atteindre tes objectifs. Tu commences à avoir un petit peu plus de temps, et du coup, tu as le temps pour te former, lire du contenu, t'intéresser aux actualités. Tu peux commencer à aller faire un petit peu de stock picking sur les actions. Et ensuite, tu nuances ça. Tu continues tes plans d'épargne, mais tu fais du stock picking parce que, je sais pas, tu vois des opportunités dans un secteur, comme on disait tout à l'heure. Tu te renseignes. Tu te renseignes, tu lis les créateurs de contenu comme toi, qui donnent aussi des visions sur certaines valeurs, sur certains secteurs. Là, tu peux commencer à aller faire du stock picking. Alors, du coup, c'est plus risqué parce que tu es concentré sur une seule valeur. Mais en même temps, ça peut aussi potentiellement être plus rémunérateur, parce que tu vois qu'il y a des actions qui font du 30-40% sur une année parfois. Mais il faut avoir du temps pour le faire. Si c'est pour le faire une fois, acheter l'action et plus regarder, c'est un petit peu risqué. Surtout que si tu te plantes, tu risques d'être déçu et du coup, tu risques de dire bon, l'investissement, c'est pas pour moi, je n'en ferai plus jamais. Et là, du coup, ça risque de quelque part. Après, faut pas négliger non plus l'investissement de conviction. Oui, tu vois, tu peux avoir des convictions certaines soit dans des secteurs, soit tu penses, je sais pas, tu veux donner aussi potentiellement un petit peu plus de sens à ce que tu fais et tu vas investir dans des sociétés, je sais pas, qui respectent les accords de Paris en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Des sociétés, tu peux aussi exclure du coup des sociétés sur lesquelles t'as pas envie d'investir parce que t'es pas en accord avec le modèle. Bien sûr. Tu peux aussi faire de l'activisme en achetant des actions d'une société que tu as envie de faire changer de l'intérieur pour pouvoir exercer un droit de vote, par exemple. Oui, tout à fait. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais il y a l'exemple Total Energy, où il y a un petit groupement d'investisseurs en 2021 de mémoire à l'Assemblée Générale. Ils pèsent 1% de la capitalisation de Total
et ils ont réussi à faire amener au vote une résolution visant à aligner la stratégie du groupe Total sur les accords de Paris. Ce qui est un truc qui n'avait jamais été fait. Et ils ont eu 17% des voix. Donc, tu vois, avec un regroupement de gens qui pèsent que 1%, ils ont eu 17% des voix favorables. Donc évidemment, du coup, 17%, c'est pas suffisant, mais ça a eu le mérite de mettre le sujet sur la table et maintenant, régulièrement, en Assemblée Générale, il revient ce sujet. Donc voilà, tu peux faire plein de choses en fait avec tes actions. Mais les deux questions à te poser, c'est est-ce que j'ai du temps pour m'en occuper ? Est-ce que j'ai du temps pour me former ? Et donc, en résumé aussi, avoir finalement un portefeuille, quel qu'il soit, qui nous ressemble finalement. Mais qui te ressemble, parce qu'en fait, tu vas pas faire la même chose si tu as 20 ans que si tu as 60 ans. Oui, oui. Tu vois, tu peux pas faire la même chose. Donc, c'est vraiment différent pour chacun. Donc, première étape, tu détermines tes objectifs. Tu vois, si tu as 60 ans, tes objectifs, ça peut être soit de venir compenser ta retraite qui va arriver, soit de te permettre d'épargner parce que tu dis que dans 10 ans, tu vas devoir aider ton petit-fils ou ta petite-fille à financer une école, par exemple, ce genre de choses. Et tu n'investis pas du tout de la même manière que si tu as 20 ans et que là, tu te dis, tiens, je vais mettre un petit peu de côté parce que ça sent pas trop bon, cette histoire de retraite, là. Ils n'arrêtent pas de baisser le taux à chaque fois. Moi, je vais être en retraite dans 45 ans, j'ai aucun contrôle. Peut-être il y aura 60 gouvernements qui vont faire 60 réformes dessus. Tiens, je vais reprendre le contrôle sur le sujet, je vais me mettre à épargner moi-même, tu vois. Et là, quand tu as 40 ans d'investissement devant toi, ton investissement, il est pas du tout pareil. Tu peux beaucoup plus aller investir, je sais pas, du 100% action pour prendre un tout petit peu plus de risque, mais espérer un rendement beaucoup plus élevé, parce que dans tous les cas, tu as 40 ans devant toi. Et sur 40 ans, même si tu vas en connaître 2-3 des cracks sur 40 ans. Bien sûr. Mais grâce au mécanisme des intérêts composés, tu es certain d'être en positif à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Ok. Vincent, on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup. Et pas tant que ça au final. Hein. Quand même. Non, mais t'as été efficace. Ok. T'as été efficace. Bon. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Mathias, Trade Republic, pour le soutien que vous m'apportez sur la chaîne et sur les différents réseaux, parce que ça permet à moi et d'autres différents créateurs de contenu de pouvoir aussi vulgariser l'investissement. Donc, merci du fond du cœur pour ça. Et globalement, c'est le sujet de l'argent aussi, de manière un petit peu plus générale. Je pense qu'il n'y a pas que le sujet de l'investissement. Il y a aussi le sujet des budgets, des dépenses. Le sujet global. Parce qu'en fait, si tu veux commencer à pouvoir épargner, déjà, il te faut une sorte de petite capacité d'épargne quand même. Et un particulier, comme une entreprise, quand tu veux un résultat net qui augmente, c'est soit tu augmentes ton revenu, soit tu baisses tes dépenses. Et donc, la vérité, c'est qu'il faut faire un petit peu des deux. Donc, il faut regarder tout ce que tu dépenses, des abonnements à la salle de sport que tu n'es pas allé depuis 2004, des abonnements à des magazines ou des abonnements qui se reconduisent alors que tu n'utilises plus le service, tu vois, ce genre de choses. Déjà, quand tu cleans tes dépenses perso, derrière, tu te retrouves avec un petit peu plus à épargner chaque mois. Et là, tu vois, ça augmente, c'est l'effet boule de neige. Donc voilà, l'argent en général doit être un petit peu plus évoqué. Ouais. L'abonnement à la salle de sport, c'est... on me dit combien t'as perdu du coup 500 €. 500 €, voilà. Non mais après c'est un exemple parmi d'autres si tu veux, mais non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a tellement de choses à faire et tu peux récupérer même si c'est des petits montants, des 30, des 40, des 50 euros. Si tu arrives à récupérer 50 € et que tu les investis par mois, 40 ans après en fait t'as quasi 140 000. Voilà, donc c'est le sujet de l'argent d'une façon un petit peu plus générale, je pense, qui est vraiment en train de rentrer. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, on aura l'occasion, et dans plein d'occasions, et notamment dans le forum. Ouais, tous les jeudis, 18h30. 18h30. Avec Mickaël, qu'on salue, David, Olivier. Olivier, ouais. Il y a du beau monde, et Mathias aussi. Ouais. De temps à autre. Ok, merci pour tout, Vincent. Et merci à toi pour l'invitation. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.